Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est l'heure de Ils ont dit sur Sika TV. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. M'accompagne pour ce numéro Adrien Moussou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour l'Afrique. Bonjour à vous Saturne Diossou. Bonjour Jérôme Kassa, bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV simplement. Le tout premier extrait nous vient de la France qui accueille très prochainement le sommet France-Afrique et cette fois sans les chefs d'État. Et qui nous en parle, c'est Benoît Verdeau, il est secrétaire général du sommet de Montpellier. Il dit exactement ceci: il est peut-être plus intéressant de se mettre à parler entre forces vives africaines et françaises, la société civile, les entrepreneurs, les jeunes gens et femmes engagées. Adrien. Pertinente réflexion que celle-là qu'a émise ce personnage. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle trop souvent des sommets France-Afrique, on donne simplement dans le politiquement correct, on va pour se caresser dans le sens du poil, les réels problèmes et aspirations des peuples ou des pays ne sont pas pris en compte, et puis on essaie de faire attention aux susceptibilités. Toujours est-il que la France, qui demeure une puissance occidentale qu'on ne saurait affronter, tient à avoir un droit de regard non seulement sur tout ce qui se fait dans ces pays-là qui se disent rattachés forcément ou liés à la France par le biais soit de la colonisation, de la coopération dans mes domaines. Donc ces chefs d'État-là qui se rendent à ces sommets-là n'ont véritablement pas un pouvoir de décision. C'est à croire que se rendant à ces sommets, France-Afrique, ils y vont calepin en main pour recevoir des consignes, parfois, pour se faire tenser sous cap. Toujours est-il que cela se ressent. Et parfois, on peut tirer les oreilles à certains. Bon, les rebelles, vous constaterez quelques années plus tard, ou quelques instants plus tard que... Bon, ça c'est un coup qui a pris par là, une rébellion, puis en sommet, la puissance est là pour essayer de contrôler les choses contrôlables. Cette fois-ci, le président Macron a certainement tenu à rompre avec une sorte de tradition, mais qui met en exergue le fait que véritablement, il faut avoir en face de soi ces partenaires-là qui sont dans le feu de l'action quotidienne dans main domaine. Lorsque vous prenez la société civile, c'est vrai, on dira, mais pourquoi la société civile? Vous n'êtes pas sans savoir que la société civile comprend plusieurs organisations, plusieurs structures qui parlent des droits de l'homme, du développement, d'économie, et pourquoi pas de finances également. C'est très important si tant qu'on tient à promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des peuples. Les jeunes gens, bon, se peut-il qu'il y ait des jeunes gens qui ont du boulot, se peut-il qu'il y ait également des jeunes gens qui vivent le chômage, le sous-emploi, mais les entrepreneurs. Sans eux, les républiques, sur le plan des finances et de l'économie, ne sauraient fonctionner véritablement. Donc, lorsqu'on prend ces différentes entités invitées à ce sommet-là, vous aurez compris que c'est pour aller droit au but, à l'essentiel, ce qui pourrait toucher au vécu quotidien des populations de façon concrète. Parce que les sommets France-Afrique où certains défilés de chefs d'État, je l'ai dit tantôt, ce n'est que les aspects politiques et quelques intérêts partisans privilégiés d'une minorité. Mais par rapport à ce format-là, si je puis ainsi l'appeler ainsi, vous aurez compris que le président Macron cherche à faire voir autre face à la coopération France-Afrique. C'est une première là, Saturne. Une première dans la mise en œuvre, je dirais. Parce que le contexte dans lequel ça intervient, c'est déjà pour début octobre, sauf erreur de ma part, le 8 octobre prochain, peut amener à se demander si c'est une révolution que Emmanuel Macron est en train d'opérer, compte tenu de l'actualité sur le continent, ou dans la plupart des pays francophones, certaines politiques
mises en œuvre par la France sur le continent sont sujettes à des polémiques. Est-ce qu'on pourrait se dire ça? Et le moment où ça intervient. Mais en même temps, ces propos me rappellent déjà le début du mandat, d'Emmanuel Macron, notamment son discours qu'il a tenu devant les étudiants de Ouagadougou, je crois le 28 novembre 2017, sauf erreur de ma part. Il avait à peine entamé son mandat parce qu'il venait au pouvoir, je crois, en mai 2017. Là. Et puis déjà en novembre, Emmanuel Macron se retrouve au Burkina Faso devant plus de 800 étudiants, de ce côté-là, où il a tenu un discours. Dans le discours, on pouvait entendre déjà Emmanuel Macron annoncer les couleurs en ce qui concerne sa vision des rapports. Comment est-ce qu'il appréhende désormais, il envisage, j'allais dire désormais, les rapports entre le continent africain et la France. Il avait dit clairement, je crois, à l'université de Ouagadougou, qu'on ne lui demande pas quelle est la politique africaine de la France. Parce qu'il n'y en aura pas. Il a clairement dit ça, qu'il n'y aura pas une politique africaine de la France. L'Afrique est un continent qu'il faut regarder de face. Il faut savoir discuter désormais avec l'Afrique. Et déjà, en novembre 2017, il parlait de dialogue au niveau continental et avait déjà souhaité que les porte-voix du continent soient des jeunes. On sait que le diplomatiquement correct, tel que ça se fait dans la plupart des pays, dans les relations avec des pays, même avec des continents, ça fait qu'on est obligé de caresser ceux qui sont au pouvoir dans le sens des poils, comme on le dirait. Ne pas vouloir bousculer déjà les habitudes établi pourrait amener Emmanuel Macron, c'est moi qui fais cette analyse, à faire du diplomatiquement correct, à recevoir les chefs d'État africains. Encore que, à mon avis, les sommets France-Afrique qui se sont tenus, ou Afrique-France, puisqu'on cherche désormais à inverser les choses, à faire voir les choses comme étant nous sommes les mêmes, on discute d'égal à égal. Déjà, donc, aller dans le diplomatiquement correct, recevoir les chefs d'État, je disais, qui, à mon avis, se déplaçaient avec des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise de leur pays, pour quand même aller à ces rendez-vous, pour chercher à profiter des opportunités qu'ils pourraient avoir, donc, qui seraient disponibles vis-à-vis de ces pays-là. Si Emmanuel Macron attend peut-être la fin de son mandat pour mettre ça en œuvre, je reviendrai à ce que je dis alors au début pour dire, peut-être que maintenant plus que jamais, il constate que cette cote de popularité qu'est la France sur le continent africain baisse de plus en plus, surtout au niveau des pays francophones d'Afrique. On sait que le leadership sur le continent africain est de plus en plus porté maintenant par des pays anglophones. Il n'y a qu'à voir les différents théâtres de conflit qu'il y a. Pour le Mali, qui est en train de gérer la médiation actuellement pour la CEDEAO au Mali? C'est un ancien président nigérian. On prendra d'autres théâtres, on remarquera que c'est le leadership anglophone qui a de plus en plus mis en avant en ce qui concerne les rapports. Et dans ce contexte, il faut effectivement que la France sache se repositionner pour rassurer les jeunes qui, entre autres critiques, parlent de la dépendance du continent en matière monétaire. Le franc CFA, non au franc CFA, c'est un débat qui a été fait avec beaucoup déjà. Et j'espère que ceux-là qui seront présents à Montpellier pour ce rendez-vous porteront véritablement les préoccupations qui sont celles de la jeunesse africaine pour permettre à la France de mieux recadrer. Vous doutez d'avoir des figurants dans le lot? Peut-être. Je vois quelqu'un comme Camille Seba à ce rendez-vous, m'étonnerait, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres voix qui sont très critiques. On sait qui on invite. On sait qui on invite, en quelque sorte. C'est peut-être un talk show qu'Emmanuel Macron convoque à Montpellier. Essayer de convaincre les jeunes de la bonne volonté de la France de continuer à coopérer avec les pays africains, chercher à corriger cette image qui donc s'installe de plus en plus, est considérée de plus en plus par les jeunes africains en ce qui concerne les rapports entre la France et l'Afrique. Il y a des pays dans lesquels il y a eu des révolutions, pour ne pas parler des putsch, où vous allez entendre carrément des populations se réunir et dire non, nous ne voulons plus des militaires de la présence française, des militaires français chez nous. Et dans ce contexte, il faut savoir quel levier utiliser, quel bouton appuyer pour essayer de reprendre le contrôle des choses. Suffisant Macron a-t-il vu juste selon vous, Adrien? Oui, je le disais en filigrane tantôt, en cela que, bon, il n'a certainement plus rien à gagner avec les chefs d'État. Avec les chefs d'État, je l'ai dit tantôt, c'est un défilé où, à l'usure, on se rend à l'évidence qu'il n'y a pas grand-chose à cirer de ce côté. Et que véritablement,
il faut s'appuyer sur ces forces vives-là. Ça, il y a des inquiétudes. Vous dites qui on envoie au nom de ces forces vives? Bon, nous verrons bien. Nous verrons bien les jours, semaines à venir précisément, à l'ouverture de ce sommet-là, ceux-là qui sont véritablement vrais. Mais oui, ce n'est pas comme sous nos tropiques. C'est vrai. Se peut-il que certains membres de ces différentes délégations-là, bon, il y a un pour faire de la figuration, mais je crois savoir que contrairement à ce qui se passe sur nos tropiques, souvent, il y aurait moins de figurants. En cela, justement, qu'un casting pourrait être fait en amont afin de sélectionner véritablement le parterre de personnes ou de personnalités. Avec le pouvoir en place? Les pouvoirs en place sur le continent? Ah mais oui, parce que... Alors ils enverraient qui? Bon, c'est vrai qu'ils pourraient envoyer quelques-uns de leurs, ne nous voilons pas la face, parce que, en fait, à côté ou au-delà, ils auraient bien souhaité être mis au courant au fur et à mesure que se déroule le sommet, pour qu'on n'aille pas faire éventuellement des bébés dans leur dos. C'est vrai, on n'y va pas pour parler stricto sensu de la politique. Attention, avec ces forces vives-là, on pourrait glisser sur un terrain politique. Et nous ne serons pas surpris que les participants glissent sur le terrain politique, parce que la mise en œuvre de tout cela, il se fait que dans ces pays-là, il faut quand même faire face à un pouvoir, à des gouvernants. Vous comprenez bien que dans la mise en œuvre, se peut-il qu'il y ait une sorte de collaboration, de dialogue ou d'échange? Forcément, la politique pourrait s'inviter, parce que lorsqu'on parle des jeunes, les jeunes, selon leurs aspirations et inspirations, n'hésiteront pas, par exemple, à dire que dans leur pays, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ils sont des blocages. La jeunesse demeure la jeunesse. Et en ce moment-là, ce n'est pas évident qu'on soit à même de les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'on dit les forces vives des pays africains. Donc, nous ne voilons pas la face. Nous ne serons pas surpris de constater que, bon, nolens-volens, la politique soit invitée également au débat, au menu. Donc, c'est vrai, on aura parlé de finances, d'économie, qui promeuvent le développement socio-économique. Mais quand même, il faut quand même les dirigeants pour faire prospérer tout ça au lendemain de ce sommet-là. Les chefs d'État africains peuvent toujours, francophones, là, peuvent toujours reprocher à la France de donner main forte, de prêter main forte aux sociétés civiles africaines. Là. La France, à mon avis, l'a fait d'une manière ou d'une autre. Même si elle préserve souvent le diplomatiquement correct, on sent la France aux côtés d'une manière ou d'une autre. Elle a des représentations diplomatiques dans la plupart des pays. Dans ce qui se passe, sa manière de recevoir des acteurs de la société civile, d'organiser des rencontres qui permettraient aux jeunes de s'exprimer, de parler entre autres de ce qui se passe dans le pays. La France a souvent fait ça d'une manière ou d'une autre, en prenant soin de ne pas heurter donc les canaux diplomatiques pour s'attirer la colère de ces présidents-là qui dirigent les pays. Parce que nous n'oublions pas, même si on discute avec les forces vives des pays africains, du continent africain aujourd'hui, il n'y a que les décisions qui sont prises continuent d'être prises par les chefs d'État. Et actuellement, sur le continent africain, où on a des puissances comme la Russie, la Chine, qui sont en train de bousculer les habitudes, la France va savoir comment se comporter pour ne pas avoir désormais un adversaire. Les présidents qui dirigent des pays. La Russie avait pris par là et a profité de la situation comme un troisième larron, je dirais. Mais en allant, le doyen parlait tout à l'heure de la politique, c'est clair, on parlera, je dirais d'ailleurs qu'on parlera d'abord de la politique, ce ne sera pas une surprise. Ça a été annoncé dans les préparatifs de... On peut avoir dans les colonnes des opposants en se justifiant, je crois, dans l'interview que j'ai suivie sur Radio France Internationale, sur ce sommet, ça a été dit, la préoccupation a été portée que des acteurs qui sont présents ne sont pas d'office des acteurs de l'opposition. Mais on sait que dans nos pays africains, les opposants étant ce qu'ils sont, les partis politiques de l'opposition étant maltraités comme nous le savons, il y a parfois certaines préoccupations que des gouvernements attribuent à des opposants que porte la société civile. Et inviter la société civile, c'est donner également l'occasion à cette société civile de porter des préoccupations des populations des pays d'où elles viennent, ces sociétés civiles-là, qui sont largement des préoccupations que des gouvernements répriment, en quelque sorte. Donc c'est l'autre voix critique que la France va écouter, qui aura la particularité de ne pas être étiquetée d'office ou d'emblée de l'opposition.
Mais on sait que quand la société civile est là, elle a l'opportunité de dire ce qu'elle pense des gouvernants des pays africains, de dire comment elle voit les politiques qui sont implémentées. Elle y va et j'espère que ceux qui seront présents en France le feront et ne regretteront pas cette occasion qui leur est offerte une fois au pays en se disant bon, on n'a pas pu, on aurait dû, en quelque sorte. Donc, on parlera forcément politique en France. On va d'ailleurs commencer par là, je crois, parce que je crois en préparant ce sommet, il y a eu une trentaine de conférences qui ont été tenues dans beaucoup de pays africains et la synthèse a été faite. Certainement, la France a déjà son menu de ce sommet-là. C'est les questions qui sont revenues de plus en plus, qui sont revenues plus pendant ces conférences qui sont déjà organisées, qui ont été organisées en amont. Et ça apprêterait déjà ces réponses. Et c'est déjà pendant ces conférences qui ont été organisées, qui pour moi probablement, c'est pendant ces conférences que les participants ont déjà été ciblés. Ce ne sera pas forcément les pays là qui vont envoyer, c'est la France déjà qui a ses invités, qui a déjà ses yeux sur. Elle les a sélectionnés elle-même. Je pense, sans être dans les secrets de tout ce qui se passe. Cette confie jamais ça au pouvoir en place. Donc, confier ça au pouvoir en place, on sait comment ça se passe. On enverra des gens, des griots qui iront défendre des actions de gouvernement. En France, je crois que l'objectif, ce n'est pas ça. C'est d'écouter autre son de cloche, au-delà de ce qu'on entend pendant les rencontres de chefs d'État, où on fait de cette hypocrisie diplomatique, en sachant réellement ce qui se passe sur le terrain, même pour ne pas paraître adversaire à ces présidents-là, adopter une position qui les arrange d'une manière ou d'une autre. En entendez-vous gros, Adrien? Oui, quelque chose pourrait sortir de ce sommet, ne serait-ce qu'un déclic. En cela que lorsqu'on parle de la société civile, oui, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays, la société civile est pratiquement muselée. Il y en a encore sur le continent, là, non? Oui. En Afrique francophone? Ah oui, il y a toujours. Il y en a? Il y en a. Mais il se fait que dans certains pays, des sociétés civiles sont muselées. Elles sont à faune, là, on les entend pas. Justement, mais que voulez-vous? Si les dispositions qui régissent désormais les normes ne leur permettent plus de donner de la voix à temps et à contre-temps, parce que ils ont sérieusement secoué certains régimes embêtés, à la limite, il faut bien leur faire abattre le caquet, et rien que les dispositions légales, et les normes, on vous dira, ce sont les dispositions légales. Mais toujours est-il que même si on n'y va pas pour parler a priori de politique ou politique, il faut compter sur certains membres de ces sociétés civiles-là qui vont s'y rendre. La politique verra surface certainement. Nous passons au Rwanda. Nous parlons du communiqué de ce pays-là, qui vient du gouvernement. Aujourd'hui, le bureau d'enquête du Rwanda a arrêté le docteur Christopher Kayumba après une période d'enquête pour des accusations de coercition et d'inconduite sexuelle rapportées par diverses personnes. Oui, il a juste créé un parti et il devient du coup violeur. Ça tournait. Il faut rappeler que les faits qui sont reprochés à Christopher Kayumba remontent en 2017. En 2017. Et nous sommes en 2021. Et ces plaintes, puisqu'on a dit du côté du Rwanda qu'il y a eu des gens qui ont eu à se plaindre de Christopher Kayumba, que ces plaintes sont encore plus récentes. Mais ces plaintes portent sur des faits de 2017. Et que récemment, Christopher Kayumba a eu à lancer quand même son parti. Il y a un parti d'opposition. Le timing, vu ce timing, on ne peut pas faire un reproche à quelqu'un de chercher à lier ces accusations à la position politique, au caractère de cet homme-là, Christopher, son statut d'opposant au pays. Et on sait, au Rwanda, on parlait des pays africains, l'opposition qui est muselée. Au Rwanda particulièrement, on sait avec quelle élégance ça se passe. Paul Kagame qui affiche apparemment un bilan reluisant de la gestion du pays côté économique, quand même, ce qui fait que la plupart des pays africains cherchent à copier le modèle rwandais, même à l'extérieur, dans les pays européens. On a cette estime pour l'homme, pour sa gouvernance, pour ce que ça affiche comme indicateur du point de vue économique. Du point de vue démocratie, du point de vue politique à l'interne, on sait comment ça se passe. Et les opposants au Rwanda n'ont pas que des problèmes à l'interne. L'actualité a rapporté, je crois hier ou avant-hier, qu'il y a eu un opposant rwandais qui a été tué par balle, pas au Rwanda, mais au Mozambique.
Et bien avant ça, je crois en février 2021, il y a eu un autre opposant rwandais qui a été retrouvé mort dans un township, je crois, de l'Afrique du Sud, c'était au Cap. Donc, en 2021, il y a 2 opposants qui ont été tués à l'extérieur du Rwanda. Comment? Peut-être que les enquêtes, un jour, nous révéleraient les causes ou les auteurs de ces morts-là, parce qu'on a dit tué par balle et l'autre a été retrouvé mort. Donc j'espère que les enquêtes nous révéleront un jour ce qui se serait passé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'interne, il y a d'autres opposants qui se retrouvent devant la justice, comme Christopher Kayumba, et il y a des plaintes qui ont été déposées. On dira, comme d'habitude, que ce n'est pas de la politique. On a vu ça déjà en Tanzanie, où on a dit que ce qui est reproché à l'opposant, ce n'est pas... Rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Le refrain revient au Rwanda. Et je crois que c'est ce que le gouvernement nous servira. Et devant la justice, peut-être que cet opposant, notamment Christopher Kayumba, va se faire entendre, aura droit à un procès équitable et que le droit sera dit. Que derrière, il n'y ait pas des mains politiques qui agitent des verdicts qui seront prononcés et qui priveront des gens qui sont vus comme des potentiels adversaires de la possibilité d'être à des joutes électorales pour inquiéter celui qui est en face. Et celui qui est en face, on le connaît, c'est Paul Kagame. Osez vous déclarer opposant dans ce pays et puis c'est fini pour vous. Peut-on le dire? Oh oui, on doit le certifier. À en rire, parce que c'est trop beau ça. On crée un parti politique, subitement on constate que ce chef de parti a une carrure qui pourrait faire basculer éventuellement la situation, les choses, à l'échéance d'une éventuelle ou d'une prochaine présidentielle. Et très tôt, il faut le couper l'herbe sous le pied. Mais on a trop fait de lui coller ou de réveiller un vieux dossier. Vous aurez tout compris, hein. Cela ne surprend guère. Il le disait tantôt, Saturnin, l'essentiel est qu'il y ait une justice qui ne soit pas également aux ordres. Qu'on puisse véritablement, non seulement terminer le chevaux, que le juge, en son intime conviction, soit à même d'apprécier objectivement les faits. Non. Pourquoi est-ce que, bon, lorsqu'on rejoint le parti du prince Rayan, on n'a aucun problème, ne s'inquiète pas. Il aurait suffi qu'on crée un parti et qui se déclare être de l'opposition pour qu'on ait des problèmes. Vous aurez compris, il faut que cela cesse quand même en Afrique. Et justement, les opposants dans ce pays-là, ils ont conscience de ce que lorsque vous vous déclarez tant que tel et que vous prenez des positions qui ne sont pas celles qui épousent le pouvoir en place, vous avez des problèmes. Ça peut vous coûter la vie. La vie. Mais de braves dames, de braves Rwandaises ont pris par là. Vous avez vu? Dans leur dernier retranchement, on cherche à les mater. Vous aurez tout compris. Et lorsque cela déborde, cela va au-delà des frontières, vous aurez tout compris que même à l'extérieur, ils sont puissants. Il ne fait pas bien être opposant même à l'extérieur, certains régimes. C'est-à-dire alors que ces opposants sont même pris en filature dans d'autres pays où ils espéraient vivre en paix ou avec toute la protection requise. Mais en fait de protection, c'est pas encore, ils ne sont pas au bout de leur peine. En cela que lorsqu'on va jusqu'à un assassiné dans des pays qui ne sont pas forcément le pays d'origine, bon, vous aurez tout compris. Bon, c'est-à-dire que l'on craint déjà pour son fauteuil à la prochaine élection présidentielle. Et les forces, les potentiels opposants, ceux-là qui pourraient éventuellement faire le poids, il faut tout de suite commencer par les éliminer, les éreinter. Il y a une étudiante qui a porté plainte pour viol. Peut-on dire que la jeunesse est utilisée dans ce cas Saturnin? Ça rappellera le chef d'accusation d'un certain Ousmane Sonko du côté du Sénégal. Cette affaire-là. Là encore, c'est un opposant qui se retrouve dans le carré devant les faits de viol. Affaire de sexe. On sait que les intrigues politiques en Afrique laissent de côté aucune occasion. Quand on sait que, on dit souvent chez nous que pour avoir l'homme, il y a certains canaux, et parmi ces canaux, la femme. Il y a la femme.
On sait que ça fait partie des points faibles de l'homme. Vos fréquentations, on peut prendre par là tout de suite pour vous avoir. Et ce n'est pas seulement qu'en Afrique, certains DSK. On sait quelque chose. On sait quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est planétaire. Je ne devrais pas d'office dire que ce qui est reproché à cet opposant rwandais est du montage. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'espère que devant la justice, Christophe pourra se faire entendre et ses arguments, à défaut d'avoir des preuves, on tiendra compte quand même de son... on le considérera comme potentiel. On, tout au moins, va le relâcher pour bénéfice du doute. C'est parce qu'on constate qu'il y a des pays dans lesquels, sans aucune preuve, on vous condamne et vous faites la prison. Et c'est l'opinion du procureur de la République qui pèse dans les dossiers au lieu qu'on ait des preuves. Et c'est pourquoi je dis, j'espère, Christophe, que devant la justice, il va compromettre ces dames-là qui sont allées se plaindre pour viol de sa part et qu'on verra clair, l'opinion publique rwandaise et internationale verra que soit il est vraiment coupable, ou soit on n'a pas suffisamment de preuves pour le compromettre, et donc quand lui concéder son innocence, et lui permettre quand même de continuer à jouir de ses droits civils. Mais il a violé depuis, c'est seulement maintenant que la fille se souvient, soudain, d'Adrien. Voilà pourquoi je disais tantôt, vaut mieux en rire. Pourquoi est-ce que depuis 2017, ou l'année d'après 2018, on ne le convoque pas devant le procureur afin de voir clair dans cette affaire que c'est subitement à la création de son parti politique qu'on le convoque devant le juge. Non, à des mots, vous aurez tout compris. Il faut que Saturnin se rassure, hein. À moins qu'il ne soit pas un potentiel adversaire à la prochaine élection présidentielle. Sinon, quels que soient les arguments, la plaidoirie de ses avocats, on lui trouvera quelque chose, parce que nous ne l'oublions pas, il faut salir le casier judiciaire. C'était un qu'on en tient compte parfois à l'occasion du dépôt des dossiers de candidature. Vous aurez compris. Donc, ce n'est pas évident qu'il s'en sorte à bon compte, si tant que il demeure, ou bien il pourrait paraître un adversaire politique redoutable dans le pays. Parce que c'est vrai que jusque-là, au Rwanda, il y a un chef d'État hyper puissant qui a droit de regard sur tout, qui contrôle tout. Mais attention, l'instant d'après n'est souvent pas maîtrisé. Et il y a des événements sur le continent qui ne commencent pas à inquiéter. Vivement qu'on en tienne compte. L'unanimisme est blâmable en démocratie, non, Saturnin? Ce qu'il faut dire, je pense qu'on pourrait le dire, hein, vu ces actes qui sont posés. Il voit tout le monde le soutenir. Il sort d'où? Nous sommes sur un continent où nous tenons des fibres, je dirais, ancestrales, où on a parlé de royauté dans l'ensemble de nos pays. Et quand on arrive, on a tendance à éliminer ses adversaires pour pouvoir prospérer. Et ça dépend des ambitions qu'on a. Et quand on a des ambitions, on voit les forces en présence, on voit celles qui pourraient nous accompagner à atteindre nos objectifs et celles qui seraient casse-pieds. On cherche tout de suite à leur régler leur compte avant de continuer pour qu'en son temps, on puisse avoir un boulevard plus ou moins dégagé afin d'évoluer et atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et parmi ces astuces dont usent nos chefs d'État sur le continent africain, il y a malheureusement ça. Et les opposants, eux aussi, doivent connaître désormais le modus d'opération et se protéger davantage en sachant que celle que vous voyez aujourd'hui avec qui vous riez, on peut l'utiliser demain quand on pense que c'est par ce canal-là qu'on pourra vous compromettre et vous créer des soucis devant la justice. Il y a déjà un autre qui a été pris, déjà, prof d'université également, simplement pour pas critiquer. Lui n'a pas encore créé son parti, pour pas critiquer. Mais vous aurez davantage compris. Vous aurez davantage compris. Cela vient conforter la thèse que moi je défends particulièrement, que si depuis 2017 ou 2018, on n'a pas pu convoquer cet opposant-là et que c'est maintenant qu'on le fait, vous aurez compris. Certainement que à chercher à décrypter davantage, ce professeur-là d'université, aurait aussi des ambitions politiques. Mais puisque les services de renseignement ou les services secrets sont puissants dans ces pays-là, certainement que la puissance a été mise à l'oreille à qui du droit. L'actuel dirigeant a dû contester un ordre pour être là, lui aussi. Lorsque nos affaires, désormais, le pouvoir corrompt absolument, vous devenez, allez prendre garde, hyper puissant. C'est à quoi que vous êtes grisé par le pouvoir. On s'enivre là et on ne maîtrise plus tout. L'essentiel est de savoir maîtriser les choses et de savoir les garder pour qu'à la fin de votre mandat, ou lorsque
vous aurez quitté le pouvoir, on ne cherche pas à vous créer des ennuis, vous aussi. Et nous passons en Guinée avec la mission de la CEDEAO dans ce pays. Nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président Alpha Condé. Donc, nous avons également échangé avec lui. Nous allons rendre compte au chef d'État des résultats de nos échanges. C'est Jean-Claude Cassibro qui le dit. Une mission, pourquoi faire, Adrien? Pas de la CEDEAO. Ah, c'est l'actualité. La semaine dernière, déjà, nous en parlons. C'est bien, ce sont en balade tranquillement là, non? Oui, au point où le président bissau-guinéen a pratiquement dit que c'est une organisation faible, hypocrite. Ah oui, à la limite, il a dit que c'est un gadget politique. Il est pourtant sociétaire. C'est leur collègue qui le dit, pas nous autres. Nous autres ne faisons que constater. Donc il y a même il devrait avoir un sommet aujourd'hui. Ils y sont là, ils y sont. Non, je ne pense pas. L'essentiel est de dire, de prodiguer de sages conseils au président Alpha Condé, au professeur Alpha Condé, qui ne sert à rien de chercher à revenir. Parce que j'aurais appris qu'il chercherait également à ce qu'on le rétablisse. Ce n'est pas évident. Il veut quoi? On lui demande de signer sa démission, il dit que bon, soit le tube. Ce n'est pas évident ça. Parce que, mais tel en fait son lion se couche. C'est lui-même qui est coupable de ce qui est arrivé là. Il en est l'auteur lui-même. Au moment où on lui disait de ne pas faire, où était la CEDEAO? La CEDEAO aurait pu en amont le convaincre de ce qu'il n'était pas opportun de réviser une constitution pour un troisième mandat. Mais pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas réunis en sommet d'urgence pour prendre position en se pourfendant même d'un communiqué qui devait prendre à témoin la communauté nationale et internationale, les différentes communautés ou les partenaires techniques et financiers à témoin pour dire qu'on lui a dit. Il aurait fait qu'aujourd'hui, nous approuverons la thématique entreprise là. Aujourd'hui, les Guinéens veulent la paix. Il va falloir qu'ils retournent voir l'ancien président, je dirais désormais guinéen, Alpha Condé, lui demandant simplement de faire profil bas. Il n'a mérité que ce qui lui est arrivé le 5 septembre dernier. Perte d'argent et de temps, peut-on dire, en mission de CEDEAO là? Je ne dirais pas perte d'argent et de temps, parce que c'est conforme au protocole de la communauté. Quand il y a coup d'État, de vous dépêcher, texte, de laisser le coup. Dans la communauté, c'est clairement dit qu'on ne peut pas encourager une ascension au pouvoir par ces voies-là, par des coups d'État politiques. Et dès que les cas se présentent, conformément aux clauses de la communauté, il est du devoir de la communauté. Ça ne porte rien. A priori, je dis. Il le constate. Je dis a priori. Ça devrait permettre désormais à la CEDEAO elle-même de savoir que nous sommes à un carrefour, nous sommes à un tournant. Et tel qu'on s'est comporté pendant les 30 dernières années, a révélé quand même des failles au niveau des pays. Et qu'il faudra une certaine introspection au niveau de la communauté, au niveau des chefs d'État de cette communauté, afin qu'ils sachent que les situations pour lesquelles la communauté est obligée d'aller jouer les missions de bons offices sont provoquées en amont par eux-mêmes, président de la République. Ce n'est pas que les voix qui ne sont pas d'accord avec des initiatives de révision de la Constitution ont manqué au sein de la CEDEAO. On se rappelle à l'époque, il y a le Bissau-Guinéen, Mbalo Sissoko, je crois, qui avait critiqué la révision de la Constitution au niveau des pays pour s'offrir un troisième mandat. Il y avait le Nigérian, Muhammadu Buhari, qui a également critiqué tel que ça se passe. Mais on sait qu'au-delà de ces voix, au-delà de ces désaccords, au-delà de ces opinions au sein de la communauté, il y a que la CEDEAO respecte la souveraineté de chaque pays. Tant qu'à l'intérieur, les citoyens ne trouveront pas les moyens, ne trouveront pas le mécanisme d'inverser les rapports de force à chaque fois qu'il y a un président de la République qui cherche à son niveau à être plus intelligent que l'ensemble des citoyens et à initier des réformes pour donc se donner les chances de rempiler, s'il veut un mandat encore constitutionnel, ou de revenir pour un troisième mandat lorsqu'il se rend compte que la Constitution limite les mandats à 2, alors que lui là encore cette boulimie du pouvoir et voudrait revenir, donc de toucher à l'arsenal constitutionnel. Tant que les citoyens ne trouveront pas, disais-je, les mécanismes d'inverser les rapports de force, la CEDEAO ne quittera pas l'extérieur pour
pour dire nous venons intervenir, nous venons empêcher un président de la République de réviser la Constitution, au-delà des critiques qui sont faites au niveau de leur rassemblement. Ça fait partie des faiblesses de cette communauté-là. Moi, j'ai envie de voir cette CEDEAO, je crois déjà à ses débuts, je crois en 1991, puisqu'il y a quand même 2 interventions dont je me rappelle au niveau de la CEDEAO en 91, je crois que c'était en Sierra Leone, que la CEDEAO avec la communauté internationale est allée intervenir, et plus récemment, je crois, en Gambie, lorsque Yahya Jammeh, là, ça pouvait se comprendre, a été battu à l'élection présidentielle et menacé de ne pas quitter le pouvoir, où la CEDEAO, qui était présidée en quelque sorte par le Béninois Feu Marcel de Souza, sous son leadership. Président de la Commission. Président de la Commission, la CEDEAO a investi la Gambie et a obligé à forcer la main à Yahya Jammeh à passer le pouvoir. Moi, je veux cette CEDEAO autoritaire. Peut-être que là, elle avait des marges de manœuvre parce que l'élection présidentielle s'est déjà tenue et quelqu'un a été élu et le perdant ne veut pas reconnaître sa défaite. Et là, la CEDEAO s'est imposée. C'est des manœuvres qu'elle avait dans ce sens. Mais lorsqu'en amont, un président est encore en fonction, avant une élection, modifie les tests du pays, muselle l'opposition... Mais la CEDEAO sait toujours à quoi ça aboutit. Si elle n'a pas l'opportunité de faire changer d'avis, si elle n'a pas réussi à convaincre le président en question, celui qui... Elle ne fait rien au constat. Moi, je ne dirais pas qu'elle ne fait rien. Ah, vous avez constaté, Adrien? Elle ne fait rien. Elle ne fait rien? Je ne dirais pas qu'elle ne fait rien. Que fait-elle? Moi, je dirais plutôt que je constate son inefficacité. Et elle doit pouvoir tirer le leçon de cette inefficacité et retourner à ses textes fondamentaux, et trouver le mécanisme désormais de pouvoir dire plus jamais un 3e mandat dans nos pays. Lorsque la Constitution dit 2e mandat et que vous êtes là, quand vous êtes là, vous ne devrez pas toucher à cette Constitution pour dire que je m'offre un mandat de plus sous une nouvelle République. Elle doit tirer le son de cette inefficacité. Mais je pense que les missions qui sont dépêchées, c'est du diplomatiquement correct, pour ne pas dire cette hypocrisie qu'on joue. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, il faut également dire que la CEDEAO ne voudrait pas aussi se faire voler la vedette en matière de leadership pour la résolution de ces crises-là. C'est pourquoi tout de suite, quand ça se passe, les chefs d'État se réunissent. Elle résout quoi finalement? Elle résout quoi? Elle se balade? Ce qu'il faut peut-être saluer, moi je dis la chose ici, saluer, c'est cette manière que dans des pays, les citoyens ont pu couper l'herbe sous le pied à la CEDEAO. Je vais donner l'exemple du Mali, où avec le coup d'État qui a été fait, la CEDEAO a été claire dans les tests qui ont été établis sur sa conduite. Il n'est pas question qu'on dise que le président de transition qui est là a démissionné et autres. Et vous avez vu ce que le Mali a fait récemment, quand Assimi Goïta a repris le pouvoir des mains du président de transition avant l'arrivée de la CEDEAO. Bandao et autres ont déjà été obligés, c'est moi qui dis les choses ainsi, à signer la démission. Et avant l'intervention de la CEDEAO, la Cour constitutionnelle du Mali a pris acte et a sorti une décision comme quoi on investit Assimi Goïta des prérogatives de président de la République du Mali désormais. Et dans ce cas, qu'est-ce que la CEDEAO est venue faire? Elle a beau grogner comme la France pour dire non, il faudrait qu'on rétablisse Moktawa et Bandao dans leur position de président, de Premier ministre de transition. Mais elle est arrivée dans un pays, constater que la souveraineté qui revenait au peuple, cette souveraineté dite, exprimée à travers la Cour constitutionnelle, a déjà acté. Elle ne pouvait pas aller contre la volonté des citoyens maliens. Elle était obligée de prendre les choses ainsi. C'est ce mécanisme déjà qu'il faut voir et qui devrait amener à la CEDEAO à dire nous sommes désormais inefficaces par rapport aux poudres qui s'opèrent dans les pays. Et si nous ne trouvons pas le créneau pour qu'on s'asseye, pour redéfinir nos bases, nous allons toujours échouer. Et c'est comme on le dit, lorsque le fétiche sort souvent et n'arrive pas à avoir un résultat probant, c'est que le fétiche est profané, elle ne servira à rien, elle ne sera que l'ombre d'elle-même, la CEDEAO. CEDEAO, les Guinéens s'en foutent, peut-on dire, non? Comme de l'an 40. En cela, justement, que l'exemple que Saturne a donné, ce sont des cas rares. Êtes-vous certain que dans les pays africains, toutes les institutions de contre-pouvoir ont le même courage qu'ont eu les membres de cette Cour constitutionnelle au Mali? Encore que, ces mêmes membres de Cour constitutionnelle étaient obligés, en fait. Car la seule chose, en train de voir les mécanismes que suggère Saturnin, que souhaitent la plupart des peuples? Que la CEDEAO, au moment où des chefs d'État ou des dirigeants s'apprêtent à tripaturer la Constitution pour un 3e mandat, ou à prendre des dispositions légales, dit-on, qui n'en valent pas la peine, qui pourraient créer des violences ou certaines situations conflictuelles dans les pays,
que la CEDEAO se démarque tout simplement, se pouvant de communiquer pour dire voici ce qui va s'opérer dans tel qu'on veut faire perpétuer dans tel pays. La CEDEAO se démarque. En commençant par là, ça fera tilt. Mais qui va trouver le mécanisme? Qui sont ceux qui se réunissent? Ce sont les chefs d'État. Chacun sait ce qu'il fait dans son pays. C'est à vous de venir me dire, moi, qu'il faut balayer devant ma porte, qu'il faut balayer ma maison parce que la cour est sale. Mais quand même, parce que c'est eux, en fait. Même l'actuel président de la commission de la CEDEAO, ivoirien, vous croyez qu'il puisse avoir le culot ou le toupet d'aller faire comprendre à son président, monsieur le président, le troisième mandat là, que vous négociez là, vous devez pouvoir quand même ranger. Mais on sait qui est un homme, Adrien. Justement. Mécanisme, non. Ce qu'on souhaite là, point de début là, en attendant que la CEDEAO ne redore son blason là. Nous présentons que par exemple en Gambie, le chef de l'État qui est là se prépare à faire toiletter les tests afin de briguer un troisième ou quatrième mandat. Sommet d'urgence comme on fait là. Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO se démarquent. Voici le communiqué qui dit, noir sur blanc, que les chefs d'État, la conférence des chefs d'État n'en veut pas. Et que le moment venu, ce chef d'État-là, qui veut tripatuer ou modifier les lois à sa guise là, il en sera tenu responsable. Et là, la communauté internationale, après, pourra appuyer la CEDEAO. Mais tel que ça se fait là, mais tu me caresses, je te caresse. Tu me cajoles, je te cajole. Qui ira donner des leçons à qui? Mais récemment, dans le cas malien, après le premier coup d'État, un chef d'État de la sous-région ouest-africaine s'est rendu au Mali. Mais les membres du mouvement M5, si je ne me trompe, quand même, on lui a jeté en plein visage. Mais vous qui êtes en train de forcer un troisième mandat, vous voulez nous donner une leçon ici? Il paraît que le chef de l'État, là, il a dû t'étaler. Vous aurez compris que les chefs d'État eux-mêmes ont fragilisé l'institution sous-régionale ou régionale en s'affaiblissant eux-mêmes sans le savoir. La preuve, le tout-puissant professeur jusqu'au 4 septembre, Alpha Condé, pour ne pas le nommer, mais jusque-là, il ne se rend pas compte qu'il a perdu le pouvoir. Et ce sont ces hommes de même qui l'ont flanqué le coup. Donc, il ne prend pas main au sommet de la CEDEAO qui se tient à Dakar, à Accra. Là. Ils y font quoi, Adrien? Il faut qu'on aille lui dire, monsieur le président, les jeux sont faits, les dés sont pipés, vous ne pouvez plus revenir aux affaires. Maintenant, on tient à lui négocier, on tient à négocier pour qu'il aille à l'extérieur. Mais les Guinéens, quand tu es... Il doit rester dans le pays. Justement. Quel exil? C'est comme ça atténuante, c'est vrai, il a un certain âge. 83 ans. À cet âge, on fait ça? Nous sommes en Afrique. C'est là qui autorise des bêtises? Où il faut prêcher la sagesse. Mais puisque le grand professeur n'a pas eu la sagesse, mais il va falloir que ceux qui sont les actuels hommes forts de la Guinée-Conakry mettent en exergue cela quand même. Mais il ne faut pas qu'il aille à l'extérieur, il faut qu'il reste là, soit mis également à la disposition de la justice. On en a tué tellement, ça ne dit rien. Et en son temps, quand il tuait, la CEDEAO ne savait pas réunir, on s'en met d'urgence. Quand même. Faut que la même. Non. Moi, je voudrais... L'institution sert à quoi ça tourne? L'institution, je vous ai parlé tout à l'heure de son efficacité, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est certifié. Vous ne pouvez pas demander à des chefs d'État de mettre en place des mécanismes pour avoir de l'épine dans les pieds. C'est pour la postérité. C'est pour les États et non pour eux-mêmes. Les gens n'hésitent pas à les appeler, vous le savez, c'est courant, que c'est un syndicat des chefs d'État d'Afrique. Et ils ne feront que défendre leurs intérêts. Les processus démocratiques en Afrique sont vieux, parlant de processus de combien d'années? D'à peine 30 ans. Et la CEDEAO pouvait tirer leçon de ce qui se passe par exemple dans l'Union européenne. Vous voyez le comportement des autres pays de l'Union européenne, par exemple, par rapport à la Russie. Quand on a constaté que des opposants, le cas d'Alexei Navalny, était en difficulté en Russie, mais les autres pays européens n'ont pas hésité à bomber le torse comme pour dire, attention, libérez-le à prendre la défense d'Alexei Navalny. Mais malgré tout ce qu'ils ont eu à faire, quel est le résultat qu'ils ont obtenu en Russie? Le mérite est là quand même, qu'on a essayé. Oui, le mérite est là, qu'on a essayé. Que faites-vous en Afrique? Quand on va revenir en Afrique, moi je donne ce crédit-là à ces quelques chefs d'État de la CEDEAO qui, de façon solitaire, mènent la fronde en quelque sorte, tout au moins donnent leur opinion et disent je ne suis pas d'accord avec un processus de révision de la Constitution dans un pays pour qu'on obtienne un troisième mandat. Et en cela, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Nigérien Muhammadu Buhari qui, indépendamment de la CEDEAO, a dit niet, c'est pas bien. Il y a un Malo Sissoko qui a été à peine traité de ridicule par des gens comme Alpha Condé, entre autres. On lui dit, toi tu viens d'arriver, tu ne comprends rien encore. Et c'est arrivé. Quand la CEDEAO a eu des occasions
de se démarquer en quelque sorte. Dans la même Guinée, je crois, pour les élections qui ont été organisées avant la présidentielle, lorsque sur place, la CEDEAO a constaté ce qui se passait pour ces élections, la CEDEAO a se démarqué. Personne ne se rappelle ça, personne ne reconnaît ça à la CEDEAO en disant... C'était timide. Nous ne pouvons pas, dans ces conditions-là, donner notre onction à ce qui veut se passer en Guinée comme cette élection. Les conditions ne sont pas réunies telles que ça se passe, ce n'est pas bien. Il faut laisser les opposants, il faut faire ci. Et parce qu'ils ont eu à faire ça, je crois que Alpha Condé, à l'époque, a eu à repousser ce scrutin-là qui arrivait pour permettre à ce que un minimum de pour mieux faire. C'est un début timide, c'est pourquoi tout à l'heure, parler de mécanisme. Moi, je ne compte pas en l'état sur la CEDEAO, parce que dans leur test, ça n'a pas été inscrit. Je ne compte pas sur la CEDEAO. Qu'elle arrête ses missions pour débarquer. Les sous, qu'on les laisse pour faire autre chose. Puisque c'est dans le pays. Les gars vont se balader dans ces pays, dans les frais de mission, ils vont dormir et puis tranquille. Puisque ce sont les pays qui se cotisent ces sous-là, et quand les sous-là étaient cotisés, c'était déjà dit qu'on va les utiliser à cette fin, là. Au cas où. Donc, on ne peut pas les accuser de faire ces missions. On ne sait pas trop ce qui se dit quand on va rencontrer les chefs, mais je crois que c'est chimérique de vouloir que quelqu'un comme Alpha Condé revienne au pouvoir. Lui-même, il devrait pouvoir prendre acte de ce qui s'est arrivé. Si on lui demande de revenir, maintenant, il va oser prendre le pouvoir. À l'interne qui vont oser dire à Alpha Condé, qui vont quand même dire aux gens, attention, nous avons été incapables d'empêcher Alpha Condé de réviser sa condition pour revenir pour un troisième mandat. Il est revenu, ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas lui demander... Il a assumé, il a voulu ce qui est arrivé, il en est responsable, qu'il réponde de ça. Même s'il arrivait qu'on obtenait qu'il aille dans un pays étranger, ne voudra pas dire qu'on refuserait à ce qu'il réponde devant la justice des faits qui lui seront reprochés. Je crois même à l'international, c'est ça. Il y a le cas de Blaise Compaoré qui est là, qui est en discussion actuellement, qui est réclamé par le Burkina Faso. Et je crois que ce qui... Lui, on ne doit pas le laisser partir, hein, pour dire après... Non. On s'occupe de lui en même temps. Il répond. Il répond de ses actes. Il ne peut pas être coupable, mais il répond quand même. Voilà. Nous restons en Afrique de l'Ouest, Adrien. Et là... la fin du cycle de la démocratisation, c'est ce que demande Alioune. Il dit quoi? Nous sommes dans une fin de cycle où nous avons vécu avec la chute du mur de Berlin et la Baule une transition démocratique correcte. Les organes de régulation CEDEAO, Union africaine, Union européenne se sont affaiblis, y compris les Nations Unies. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui, c'est des l'homme. C'est le débat que nous faisions tantôt, le point de vue que nous soutenions. L'UA, l'ancienne OUA, l'ONU. Mais qui demeure, qui demeure impuissante. Oui, déjà, le 5 septembre dernier, oui, au niveau du secrétariat général des Nations Unies, on s'est empressé de demander aux putschistes de préserver la vie du président Alpha Condé. Quand Condé tuait... Mais alors, comment on tuait les civils? Pas eu la réaction. Mais non, en fait, Saturnin. Voilà encore un autre cas de conscience. Pour ces organismes-là, internationaux-là, et ces institutions internationales, où en amont, on leur a toujours demandé, où les peuples ont souhaité, qu'ils soient proactifs ou proactifs, en agissant, en intervenant et à temps et à contre-temps, en attirant l'attention de ces dirigeants-là sur les risques et autres dangers, en fait. Maintenant, lorsque ces dangers, vous savez que tu viennes, pour essayer de leur faire la part, on dit oui, il faut préserver leur santé, il faut les ménager, tout ça. Et les populations, là. Donc, les populations, leur sort, on s'en fout. On s'en fout, quoi. On en est que les dirigeants. Mais non. Et ça fragilise. Il y a plus de conflits dans le monde. L'ONU n'arrive pas à les régler. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Lorsqu'il y a un sentiment d'injustice, mais vous n'avez pas l'onction que vous devez avoir pour avoir la lumière nécessaire afin d'opérer comme il se doit. L'ONU s'est trouvée impuissante. L'ONU serait si puissante que ce qui est arrivé il y a quelques semaines en Afghanistan n'arriverait pas. On constate impuissant également là-bas. On ne peut rien faire. On ne sait que parler. Oui, l'UA, la CEDEAO, oh là là, vous aurez compris. Je ne veux pas donner raison forcément au jeune président guinéen de la Guinée-Bissau qui dit que c'est un gadget la CEDEAO. Vivement que cette image-là soit vite effacée pour que les pays africains aient confiance aux différentes organisations et institutions régionales, sous-régionales. Il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également. C'est presque le même format où là-bas, le syndrome ouest-africain est en train de gagner du terrain même dans ces pays-là. Parce que bientôt, ce sera l'ère des successions de père en fils. Peut-on parler d'échec 30 ans après en matière de démocratie sur le continent, Saturnin?
J'ai dit tout à l'heure que nous sommes à un carrefour. Nous avons expérimenté, je suis finalement, la démocratie sur le continent pendant une trentaine d'années. Et nous avons eu le temps de voir les forces et les faiblesses de ce qui a été implémenté jusqu'ici. Il appartient aux peuples africains. Je ne dis pas aux dirigeants africains, parce que les dirigeants africains, quand ils vont se réunir, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, ils chercheront à tailler les caisses pour se tirer d'affaire chaque fois qu'ils vont se retrouver en situation. C'est aux peuples africains de trouver le mécanisme, de faire douter les chefs d'État. Mais moi, je ne voudrais pas donner de mauvais exemples. Mais ce qui arrive dans certains pays, ceux dont on parle dans l'actualité récemment, c'est bienvenu. C'est parce que les gens n'ont pas d'autres moyens de procéder. Quand la population se rebelle, les présidents qui sont au pouvoir font tourner les armes contre elles, et puis l'armée, qui est parfois aux ordres, tire sur la population. Ben, quand on parle on est en train de saluer les Guinéens d'une manière ou d'une autre, les mérites de Mamadi Doumbouya. Mais les forces de sécurité guinéennes, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes forces qui avaient tiré sur les Guinéens quand on allait aux élections? Ce sont ces mêmes forces qui ont opéré. Donc, ces chefs d'État qui sont au pouvoir arrivent à retourner l'armée contre la population, les forces armées qui tirent, qui tuent les gens au nom de ces présidents de la République-là, qui ont leur part de responsabilité et qui devront en répondre. Mais le salut vient parfois de là, puisque la population n'a pas des armes, la population combat parfois à main nue. Lorsque l'armée intervient, comme au Mali, on constate que parmi les populations, ça jubile. Et c'est là que le président qui a été déchu comprend que ce que j'avais comme son de cloche dans mon entourage, ce n'est pas ça qui est à la base, et que j'aurais mieux fait d'écouter les sons de cloche de la société civile, les opposants qui parlaient, et de chercher à avoir des élections inclusives, de ne pas fermer les matchs, de ne pas les boucler avant l'heure du match, et tout ça. C'est pourquoi il parle de mécanisme. Tant que les peuples africains, les citoyens africains ne vont pas faire comprendre au président de la République, comme quelqu'un le dirait, que le président de la République ne doit pas cracher dans les yeux, dans les oreilles de ses citoyens, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est comme si ces présidents-là deviennent les souverains, alors qu'on a dit dans nos constitutions pour la plupart que la souveraineté appartient au peuple. Mais nous sommes dans des cas où les souverains sont désormais les présidents de République et oublient les volontés des populations. Et lorsque ces populations-là finissent par trouver le moyen d'opérer, on commence par déplorer. C'est déplorable qu'on en arrive là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ONU, en parlant de la CEDEAO. Si au niveau de l'ONU, il y a déjà cette inefficacité, allez-y voir au niveau de la CEDEAO. Si à un niveau plus bas, si à un niveau plus grand comme l'ONU même, face à des actes flagrants de violation des droits de l'homme, dans des pays où on constate que des opposants sont malmenés, des élections sont truquées, et qu'il y a des pays qui peuvent, au nom d'un droit de veto, s'opposer à l'intervention de l'ONU dans ces pays-là, allez-y voir ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, où le mécanisme n'est pas aussi huilé que ça, que sont les personnes mises en cause, qui se réunissent, qui ont déjà taillé les caisses et qui agissent selon les caisses. On va observer la même chose, et je crois que ce qui se passe actuellement doit faire réfléchir beaucoup. Le cas tchadien, le cas malien par la suite, et le cas guinéen. J'espère que l'effet contagion ne va pas continuer au niveau des pays africains. Et je crois que si on constate cette recrudescence, cette résurgence des coups d'État 30 ans après la démocratie, les autres pays africains doivent commencer à réfléchir surtout au niveau des pays africains francophones et de savoir qu'il y a un vent qui commence à souffler, et à force d'opprimer les peuples, de ne pas leur permettre d'exprimer leur opinion et de faire la volonté d'un homme, il y a une brèche qui finit par s'ouvrir aujourd'hui ou demain. Si on dit troisième constitution, au Mali, Ibeka ne voulait pas une troisième constitution. Ibeka, régulièrement, là, dans la forme d'une constitution, exerçait son mandat. Mais à un moment donné, quand ça s'est passé, on a vu un peuple jubilé, a dit « j'en avais marre ». Et le président de la République doit pouvoir entendre ça et comprendre ça avant qu'il soit tard. Alioune Tine cite nommément la justice et les parlements. Justement, parce que pour nous autres, nous ne faisons aucune illusion par rapport à cela, en cela que ce sont deux importants soubassements de tout processus démocratique. Le Parlement, c'est le Parlement qui vote les lois. Et il faut que ce soit des lois justes et équitables. Il faut permettre, en votant des lois à tous les candidats, penser au pays. Oui, de compétir dans les mêmes conditions. Parce que lorsque ça capote là, c'est la violence qui advient. Et lorsque la violence advient, il y a forcément des morts et des blessés graves. La justice. Et lorsque même des lois auraient été même taillées sur mesure, quand même, la justice devait être un dernier rempart. S'il en est, pour départager les torts, en ne se plaçant pas du côté du plus fort,
ou de ceux-là qui donnent des instructions, des ordres. Mais si c'est l'opposant qui a tort, qu'on lui dise qu'il a tort. Si c'est celui qui est à la majorité, qui fait partie de la majorité présidentielle, comme on le dit souvent en Afrique, qui a raison, qu'on lui dise qu'il a raison, mais que l'opposant soit convaincu que c'est sur la base des tests. Parce que parfois, il suffit qu'on arrête certaines personnes de la République, ou certaines personnalités, ou certains citoyens tout simplement, et vous dites que, selon le chef d'accusation, c'est pas évident que le juge le retienne. Mais par surprise, vous remarquez que malgré la défense, malgré les dispositions en vigueur, on trouve la petite bête où il ne faut pas pour lui flanquer des années de prison, pour l'enfermer. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut voir et corriger. Donc, il y a non seulement le Parlement et la justice, mais il a oublié un troisième pilier. Lequel? Ah oui, les forces armées qui doivent être également garantes, non seulement de la sécurité. Parce qu'il a dit dans certaines constitutions, normalement, que lorsque on demande aux forces armées d'exécuter certains ordres, mais elles sont tenues, selon la clause de conscience, de dire non, la constitution n'est pas prévue. Mais il se fait que paradoxalement, les chefs de ces unités n'ont pas plein pouvoir. Soit ils doivent s'exécuter, ou on les dégage. Et en les dégageant après, ils risquent également gros. Donc, craignant pour leur carrière, ils n'arrivent pas à opposer la résistance qu'il faut, ou bien à dire à ceux-là qui leur donnent des instructions, qui ne cadrent pas avec les lois de la République et les normes des droits de l'homme, ne pourront pas. Non, ils n'arrivent pas à le dire. Vous les aurez tout compris. Voilà. Il y a la justice. Le Parlement. Le Parlement et puis les forces armées. Mais là, ici, dans l'intime, il parle également de la France, plus précisément pour dire au nom des intérêts, elle ne réagit pas parce qu'elle se fait distancer par la Russie, la Chine. Alors, ces pays-là ne sont pas regardants sur les droits de l'homme et rapidement, les dictateurs qui sont au pouvoir préfèrent traiter avec ces pays-là qu'avec la France. Et la France, du coup, dit, mais je perds du terrain tout le temps, je perds les marchés, et je ferme les yeux. Si le gars, il fait ce qu'il veut, pourvu que moi j'ai mes intérêts. Je dit quelque chose tout à l'heure en parlant de rapport de force. Ce qui permet aux forces extérieures d'intervenir dans un pays quand le pays va mal et quand les citoyens en ont marre, c'est lorsque les rapports de force sont inversés. Lorsque vous n'arrivez pas à lever le lièvre de l'intérieur, ne demandez pas à la France de venir intervenir. Mais quand vous levez le lièvre de l'intérieur, elle s'est suscitée. On constate que... Elle sait le faire. Elle l'a tout le temps fait. Entre-temps, et je pense que la France, comme d'autres pays, ont tiré leçon de ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas citer le cas libyen. Je ne voudrais pas citer le cas ivoirien. Si vous écoutez Emmanuel Macron aujourd'hui, il vous dira que les choix qui ont été faits à l'époque n'étaient pas forcément les bons choix à l'époque. Parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé par la suite. Et à propos de ça, même Joe Biden aux États-Unis a lui dit 20 ans de guerre, c'est en est trop, il faudrait qu'on arrête avec ça. Malgré tout ce qui venait comme signaux du terrain pour le dire prolongeant, il dit c'était un bourbier. Entre-temps, quand Barack Obama était arrivé, l'objectif de Barack Obama, c'était Ben Laden. On a eu Ben Laden. Après ça, ça a continué. Barack Obama a continué par envoyer des soldats en Afghanistan. L'effectif a été presque doublé. Joe Biden arrive. On lui dit reste encore un peu pour forcer la main au dialogue interne en Taliban, en Afghanistan, pour que Taliban et gouvernement puissent s'entendre. Joe Biden a dit il faudrait que ça cesse parce que ça pourrait être un autre bourbier pour nous. Alors, si les citoyens dans les pays africains n'arrivent pas à lever le lièvre de l'interne, moi je pense qu'on ne donne pas la possibilité aux forces extérieures de vouloir dire maintenant il y a feu chez toi, il faudrait que tu puisses t'asseoir et discuter parce que le rapport de force a changé de camp. Tant que ce ne sera pas le cas, moi je n'attends pas qu'il y ait autre chose parlant de ça. Vous étiez en train de parler de la justice. Et ça fait partie des choses qui rendent plus faible la CEDEAO, je vais dire. Mais la CEDEAO dispose d'instances de justice. Et ces instances arrivent à prononcer des décisions de justice. Et on n'arrive pas à mettre ça en œuvre dans les pays de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO ne disent rien à propos. Mais c'est autant de signes qui devraient amener cette communauté à s'asseoir aujourd'hui pour dire tant qu'il n'y aura pas un moyen de coercition qui fait que, au niveau Macron, parce que on va même jusqu'à retirer à la Cour de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, la possibilité aux citoyens qui sont opprimés, qui n'ont pas la possibilité de se faire rendre justice dans leur pays, de saisir ces institutions pour avoir leur avis. On retire cette possibilité pour qu'il n'y ait que la loi du plus fort partout. Et tant qu'il y aura ça, on ne peut pas empêcher que ça boue de l'intérieur, qu'il y ait des volcans qui couvrent et qui arrivent à commencer par cracher des laves après, même si c'est le président de la République qui en partie par la suite. Tout ça doit amener au niveau de la Suède, même au niveau de l'ONU, à avoir des moyens comme quoi, s'il y a des décisions qui ont été prises au niveau d'une cour de justice, qu'elle soit communautaire ou à un autre niveau, le pays concerné
doit pouvoir mettre cette décision en œuvre. Le pays le sait pourtant, Saturnin. Mais puisqu'on sait qu'il n'y a rien pour m'inquiéter, on continue. Je suis président de la République, je suis garant de l'exécution des tests de décision de justice, et que je constate que ça ne m'arrange pas, et que je constate qu'à côté, il n'y a pas un bâton qu'on utiliserait tout de suite pour venir me taper, pour que je sois obligé de le faire. Je continuerai. Je dirais, bon, l'administration est une continuité. Quand je finirai mon mandat, celui qui vient après pourrait le faire. Celui-là peut venir et être libre de le faire ou de ne pas le faire, selon le bon politique qu'il est. Nous finissons avec le mandat de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été là, madame, monsieur. Adrien, merci. Saturnin, merci à vous. Nous retrouvons très bientôt.